Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats financiers ici de PayPal. Je vais directement aller sur les rapports financiers de cette compagnie-ci. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui sur PayPal? Vous vous rappelez que PayPal, voilà, c'est une compagnie ici qui paraît quantitativement sous-évaluée. Et comme je l'ai également mentionné ici sur une de mes vidéos, c'est une entreprise ici qui est, comment on appelle ça? Qui est de plus en plus complexe, ok, notamment parce qu'elle fait face également au risque de crédit. D'où ce qui me pense, je pense que en termes d'évaluation ici, il faut jamais lui attribuer un multiple qui devrait refléter à ces nouvelles activités en termes de finances ici, de prêts ici. En fait, en réalité, c'est pas qu'elle a enfin, elle effectue des prêts en réalité, mais elle n'assume pas ce risque de prêt là. On va le voir ici. Alors, elle ne court pas ici un risque de crédit, d'accord, voilà, ouais, c'est ça, c'est le risque de crédit, c'est bien ça. So, ici, on va regarder ça rapidement ici parce qu'elle revend ce portfolio-là. Alors, SEC filing, je prends ici, quarterly, boom. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais commencer par le revenu. Déjà, c'est important d'aller regarder quels sont les différents segments d'activité de PayPal, les amis, c'est important. Je vais revenir sur les bilans financiers ici, d'accord? Donc, je dézoome un tout petit peu tout ça. On va mettre ça comme ça. On va fermer ceci. Et voilà, on va doucement, doucement. Premièrement, en termes de revenus, on a une croissance des revenus, c'est bien. La croissance provient d'où? C'est mieux. En termes sur les 6 derniers mois également ici, on a une croissance des revenus, tant mieux, etc. Les dépenses opérationnelles, il faut généralement les prendre par rapport aux revenus, d'accord? C'est-à-dire les marges. Donc, est-ce que est-ce que les dépenses opérationnelles en termes de pourcentage ont diminué ou augmenté? C'est la question qu'on se pose quand on regarde ceci. On peut le faire ici, mais bon, ils ne le présentent pas généralement ici. Peut-être qu'ils vont le mettre plus bas. Mais du point de vue volume, ici, on voit que voilà, on a des bénéfices nets ici de l'ordre de 1,824 milliard alors que l'année précédente, on avait 168 millions. Pourquoi? Premièrement, vous remarquez ici qu'en termes de dépenses opérationnelles, en termes de revenus, on a quelque chose de moins élevé. En termes de, revenus, de bénéfices opérationnels ici, on a 1,475 milliard. On a une charge ici de 797 millions. Elle est due à quoi la charge? D'accord? Quand on prend en considération la charge ici, on l'enlève, il nous reste 678 millions. Quand on paye les taxes, income tax ici de 510 millions, et attention, les taxes, d'accord, income before tax, c'est 678 millions, et je pense même que ces taxes-ci prennent en considération ici je pense qu'on avait des dettes, par exemple, sur les taxes précédentes et également ici. Donc, il faudrait vérifier ça parce que c'est trop élevé par rapport à ce qu'on a rapporté ici. OK? Donc, quand on prend ça en considération, il nous reste à peu près 168 dollars. 108 millions. Donc, je pense qu'on devrait ajuster cette somme-ci. Et encore, il faudrait regarder par rapport au free cash flow, qu'est-ce qu'on a réellement rapporté. OK, donc ici, on va se dire, oh, croissance des revenus, des bénéfices nets, etc. Voilà, la croissance n'est pas aussi exagérée que ça. OK, parce que quand on regarde de moins 0,29 à plus 93, plus 0,93 ici, la croissance est juste exceptionnelle. Mais attention, il faut toujours nuancer les choses. Rachat d'actions, tant mieux. Euh, Regardez ceci. Transaction en crédit loss. Je vous ai dit ici qu'elle supporte un risque de crédit. Parce qu'avec son Buy Now, Pay Later ici, comme je l'ai déjà expliqué, ça booste les volumes de transactions. D'accord? Mais derrière, en fait, elle supporte un risque de crédit. C'est simple. Imaginez que j'ai une carte de crédit et j'ai une limite de finance. J'ai une limite sur ma carte de crédit de 100 dollars. Je vais acheter un produit ici qui coûte 100 dollars. Si je l'achète en une fois, le volume de paiement sera de 100 dollars uniquement. Entre-temps, PayPal aura pris sa commission derrière. Mais si je l'achète si on me permet de l'acheter en plusieurs fois, je vais dépenser 25 dollars aujourd'hui pour l'acheter et je vais payer en 4 fois. Peut-être sur 4 mois ou bien sur 12 mois, je ne sais pas. Donc je vais payer en 12 fois ou bien en 4 fois. Donc, mais ça me permet ici de pouvoir booster mon volume. Donc c'est-à-dire que je peux acheter 4 éléments de 100 dollars où je vais payer 25, 25, 25, 25 aujourd'hui. Et le reste, je pourrais l'échelonner dans le temps. Donc j'ai une capacité d'achat ici de 400 dollars subitement. Et vous pensez que c'est l'entreprise, par exemple, si j'achète un produit ici de la marque Nike, vous pensez que c'est Nike qui va supporter ce risque de crédit-là? Non, c'est PayPal. Donc quand moi je paye 25 dollars en date aujourd'hui pour un produit de 100 dollars, PayPal donne 100 dollars déjà. D'accord? Maintenant, derrière, chaque mois, PayPal viendra prendre le 25, 25, 25 dollars jusqu'à épuisement. Peut-être qu'avec un taux d'intérêt majoré ici ou dépendamment ici de la formule que vous avez choisie. OK?
également dépendamment de votre historique. Donc, vous voyez ici que dans cette partie-ci, transaction en trade loss, ici, vous voyez que c'est près de 840 millions ici qu'on a supporté. Il faut regarder ça par rapport au portfolio de prêt. C'est très important. Donc, par exemple, si je tape ici crédit loss, copier, find, voilà, CTRL F, je tape ça, je regarde ici, crédit loss, où est-ce que je vais les trouver ici? Donc, vous avez ici combien d'occurrences? 32 occurrences ici pour crédit loss. Donc, il faut aller regarder ici à quoi ça correspond. Loan and interest receivable held for sale are recorded at lower of cost of fair value. Donc, c'est-à-dire que c'est les recevables ici ne sont pas enregistrés à leur juste valeur, mais en dessous de la valeur réelle ici. D'accord? Détermine un algorithme. Bref, je vous encourage à aller lire cette partie-ci. Vous allez voir ici, partie Loan and Interest Receivable Held for Sale. C'est une partie très importante. In June 2023, we entered into, voilà, on va dire ceci. On a à peu près, on a signé ici on a signé ici un accord ici pour vendre près de 40 milliards d'euros de prêts, d'accord, issus des pays venant de l'Union européenne ainsi que du Royaume-Uni, ok. Dans notre cas ici du segment Buy Now, Pay Later. Donc, on a un volume de loan ici qu'on pourrait revendre ici à KKR de l'ordre de 40 milliards. Attention, ce n'est pas un 40 milliards qu'on empoche, non. En fait, dans le 40 millions, on va juste prendre une commission de 1 milliard ou 1 milliard 800 par là. Mais le risque de crédit, on ne le supporte pas. Donc, ça veut dire qu'ici, là où PayPal, on se fait juste rembourser, la somme en question est plutôt remboursée par KKR. Et KKR ici va prendre à peu près va à peu près empocher les taux d'intérêt ici, etc. Ce genre de choses-là. OK, donc PayPal devient une entité financière. Attention, je le mentionne ici parce que vous allez vous dire, oui, mais elle ne supporte pas le risque de crédit. On l'a déjà vu précédemment sur une entreprise qu'on appelait Signet Jewelry, d'accord, SIG, qui est une entreprise qui paraît toujours sous-évaluée. D'accord, quantitativement, elle est même extrêmement sous-évaluée. En fait, elle a également elle a le même business model. Sauf qu'elle vend des bijoux ici. Vous savez que le bijou, ça peut coûter 10 000, des bagues de fiançailles, etc. Ça peut coûter 10 000, 5 000. Il y en a pour tous les prix. Mais imaginez que vous voulez payer une bague à 5 000. Signet ici va vous dire qu'OK, au lieu de payer 5 000 $ en un coup, je te propose de payer plutôt ici, en date d'aujourd'hui, 1 000 $. Et le reste ici, tu pourras payer ici le reste sur les 4 prochains mois. Et moyennant ici un taux d'intérêt de 5% par exemple. Signet encaisse la vente ici, enregistre un bénéfice net, alors que les free cash flow seront moins élevés. Ok, techniquement, parce qu'elle a vendu un crédit à 5 000, elle n'a que récupéré 1 000 $. Donc en réalité, on va encaisser 4 000 en receivable. Donc en free cash flow, vous aurez un chiffre moins élevé. Et maintenant, derrière, qu'est-ce qu'elle fait pour que les free cash flow soient plus élevés ici, ou bien que les free cash flow correspondent au bénéfice net ici? Qu'est-ce qu'elle fait? De temps en temps, elle aura tendance à vendre le portfolio de prêt en question. D'accord? Refourguer le risque à quelqu'un d'autre, moyennant ici une commission. Donc, elle va prendre des taux d'intérêt. Elle va peut-être, au lieu d'encaisser, disons, dans le 5 000 $ que vous avez dépensé, au lieu d'encaisser peut-être 200 $ en supplément, parce qu'avec les taux d'intérêt, etc., ça allait peut-être vous coûter 200 $ en supplément ici. OK? Elle va peut-être encaisser 50 $ et le 150 $ restant, la personne qui va racheter le portfolio de prêt ici va pouvoir les encaisser. D'accord? Donc, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc, vous allez voir ici que Signet Jewelry va avoir tendance à s'échanger à des PER très, très peu élevés. Mais elle est sous-évaluée. C'est un business qui ne va pas s'échanger à des bénéfices nets très élevés, aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. Et c'est un business également assez prévisible. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici que c'est, voilà, durant une certaine période, si le marché n'appréciait pas trop cette compagnie-là, parce qu'il y avait un risque de crédit assez élevé, on se disait ici que Signet a peut-être prêté de l'argent ici, a peut-être pas de l'argent, a peut-être vendu des bagues de fiançailles ici à des personnes qui n'étaient pas solvables, etc. Il y avait ce risque-là, dont le marché n'appréciait pas. Il y avait également un turnaround. Donc, il y avait beaucoup d'éléments négatifs dans cette compagnie-ci. Donc, on avait eu des bénéfices nets de 7 $ à 2,21 $ ici, à 2,11 $ en 2021. Alors que quand on regarde les free cash flow de 2017 ici à 2021, vous voyez qu'on a des free cash flow de 5, 24, 10, 6, 8 et 24. Donc, si on additionne tout ceci en moyenne, on a à peu près eu des free cash flow en moyenne ici de supérieur à 5 $, alors que précédemment, ici, on avait quelque chose de moins élevé que ça sur la partie bénéfice net. Donc, là où le marché avait des craintes, en réalité, elle a commencé à vendre son portfolio de prêts et à encaisser des véritables free cash flow. Et vous pensez qu'elle a fait quoi avec ce cash-là? Je sais qu'on parle ici de PayPal, hein,
Mais je vais juste vous prendre l'exemple ici d'une compagnie qui existait déjà, qui avait à peu près tendance à avoir un business model à peu près similaire. Elle a racheté des actions. Et je pense même qu'elle continue à le faire. Elle distribue un dividende également ici. Et il me semble que ce dividende-là, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? So, je pense que PayPal va avoir tendance à s'échanger également à des multiples très peu élevés dans le futur. Je vais prendre 25 fois, je vais prendre 15 fois les bénéfices pour PayPal. Donc, allez-y lire sur Signet. C'est une entreprise assez correcte ici, mais comme je dis, il y a un risque de crédit derrière. Donc, il faut vérifier si elle a tendance ici à vendre des produits à des personnes qui sont solvables. Et si elle a tendance ici à refourguer son portfolio de crédit ici ou bien de prêt à d'autres entités parce qu'il y a des entités qui sont spécialisées pour cet achat-là. Ça existe, c'est un business model comme tous les autres ici. Comme par exemple ici, si vous allez acheter une voiture ici, par exemple, BMW a son propre bras financier. OK? Donc, elle-même, elle supporte le risque de crédit et elle peut revendre également ces crédits-là, ce portfolio de prêts-là à d'autres entités, à d'autres entreprises financières. D'accord? Donc, pour revenir à PayPal, c'est important d'avoir voir à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Ce n'est pas de la magie. Donc, PayPal ici supporte déjà ce risque-là. Et vous voyez que le marché n'apprécie pas trop ça. Parce qu'avant, là où on se rémunérait à la commission, ça devient un peu compliqué. Mais également, ça permet à PayPal de booster ses volumes. D'accord? Et si vous regardez bien au niveau des rapports financiers de PayPal, les volumes de vente, on appelle généralement le TPV ici, si je ne me trompe pas. Ces volumes-là sont plus ils augmentent, mieux c'est pour PayPal parce qu'elle aura tendance à avoir des revenus bien plus élevés que ça. OK? Vous pouvez voir ici que le segment Fund Receivable ici est très élevé, 33 milliards. D'accord? Et il augmente, je pense ici qu'il augmente, il a légèrement diminué ici parce qu'il y a une partie qui est Held for Sale ici, 1 milliard 900. D'accord? Si vous prenez les deux ici, on aura à peu près le même chiffre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici en supplément? Je cherche ici le TPV. Alors, où est-ce qu'on va le situer? Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers de cette compagnie-ci. Hein. Mais comme je l'ai dit, PayPal maintenant, je ne pense pas qu'on va payer plus de 15 fois les bénéfices ici. Il faut ajuster cela. Et par exemple, ici, si on la regarde ici du point de vue bénéfice net, on va se dire que, oh, c'est une compagnie ici qui s'est changée à 20 fois les bénéfices. Je pense même que j'ai dû faire cette erreur-là avant de lire les rapports financiers. Donc, aujourd'hui, je serais très mal à l'aise à payer 20 fois les bénéfices pour PayPal. Pour ce risque de crédit, même si elle refourgue ça à quelqu'un d'autre ici, je suis très mal à l'aise. Et encore, prenez un exemple. Nous avons une compagnie ici c'est une compagnie financière, c'est une compagnie qui a à peu près, le nombre de pages ici, c'est 82 pages pour son bilan financier. OK? Parfois, le nombre de pages peut vous dire à peu près à quel niveau l'entreprise peut être complexe. Regardez ceci. Si je télécharge ici le report ici de Apple, on a combien de pages? Je n'ai pas l'information ici. Filing doc, si je le mets ici, est-ce que je peux le télécharger? Bref, on va le laisser comme ça. Allons prendre à peu près Berkshire Hathaway, vu qu'on l'a analysé tout à l'heure. OK? On va regarder le nombre de pages de Berkshire Hathaway. On prend ça. Je viens sur l'entreprise ici. Annuel, on prend le second quarter PDF. Alors, Berkshire Hathaway a 60 pages. Et Berkshire Hathaway est une compagnie financière. 60 pages. OK? Apple a combien de pages? Je vous laisse aller voir ça ici. Mais c'est une compagnie financière qui est également assez complexe à analyser du point de vue financier. Mais bon, voilà, il faut également faire, je pense que quand je dis complexe ici, toutes les compagnies financières sont complexes à analyser parce qu'il faut vraiment regarder où est-ce que se situe le risque ici. Mais généralement, vu que les gens n'aiment pas lire, ils aiment juste regarder les chiffres. Je vous dis toujours ici que qu'importe la compagnie financière, ça reste complexe. Ça ne veut pas dire quand j'utilise le terme complexe, c'est difficile, non. D'accord? Avec la méthode, ici, vous allez arriver à peu près, vous pouvez arriver à peu près à distinguer ici les éléments importants à lire. OK? So, 60 pages. Berkshire Hathaway. PayPal, 82 pages. Qu'est-ce que PayPal a de si compliqué par rapport à Berkshire Hathaway? Je ne sais pas. Mais déjà, le nombre de pages me permet de dire ici qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qu'on me cache. Il y a plusieurs types de tableaux, etc. à gauche, à droite. Moi, ça m'inquiète tout ça. Bref, quand je dis ça m'inquiète tout ça, c'est une façon de parler. Hein. Donc, c'est-à-dire que ici, la complexité de cette entreprise est de plus en plus élevée. Notamment parce qu'elle supporte ce risque de crédit-là. Et la question qu'on se pose derrière ici, c'est de savoir est-ce que le management a les épaules solides pour à peu près gérer une entreprise qui
s'aventure sur le segment ici du crédit pour booster ses volumes. Est-ce qu'elle a les épaules solides? Il me semble qu'elle va changer de PDG tantôt. Ou soit ça a été fait, soit c'est en pleine discussion ici. Parce que le PDG actuel le travail n'a pas été exceptionnel. OK? Donc, vous pouvez voir ici, Consumer Interest Loan, ici, vous pouvez voir ici, actuellement, ici, le receivable ici, de cette période-ci, c'est à peu près, par rapport à la période actuelle, on a à peu près 1,8 milliard. Ceux qui sont dus ici, 90 jours ici, ceux qui n'ont pas payé depuis plus de 90 jours ici, c'est c'est à peu près 23 millions. Il me semble que... Est-ce que c'est ça? Si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je dise des bêtises ici. Revolving Loan Amortized Cost ici. Donc, attention, il faudrait vérifier ça ici. Ah, OK. Consumer Receivable Delinquency and Allowance. OK. Donc, quel est le pourcentage ici de personnes qui n'ont pas encore payé en date d'aujourd'hui? D'accord. Sur 30 jours, sur 30 jours, c'est 28 millions qui sont en défaut. Sur 60 jours, c'est 15 millions en défaut. Et sur 37 jours, c'est 37 millions en défaut. Donc, quand on dit ici, sur moins de 30 jours, c'est 2 milliards en défaut en date d'aujourd'hui. Donc, attention. On peut également aller vérifier ça en termes de précision ici, parce que je le dis ici à la va-vite ici. Donc, il faut juste aller lire également cette partie-ci, la précision. OK, donc, cette compagnie ici, comme je l'ai mentionné, il faudrait à peu près prêter plus attention à la partie crédit. OK, parce que c'est à partir de ce moment-là, si elle a l'habitude d'accorder du crédit ici à des personnes qui sont solvables, donc avec un taux de perte, un taux de défaut ici très peu élevé, très intéressant. Également, elle a d'autres segments d'activité, etc. Bref, pour faire simple ici aujourd'hui, quand on prend en considération tous ces éléments-là, en se basant également sur l'estimation des analystes, et je rappelle que les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison par rapport à leurs estimations ici? On va se dire que c'est, voilà, on va se dire oui. Sur les dernières années, est-ce que c'est le cas? Oui, également sur 2 ans, on va se dire que c'est assez correct. OK? Donc, on dit ceci. On me demande de payer 6,32 $. Excusez-moi. On me demande de payer 63 $ pour une entreprise qui pourrait rapporter 6,32 $ d'ici 2025. Soit 10% de rendement. 10% de rendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un business qui s'échange à 15 fois les bénéfices, on a un potentiel de croissance. Dans le sens où si on a 6,32 multiplié par 15 fois les bénéfices. OK? On a à peu près ici un prix qui pourrait aller aux alentours de 95 $ l'action. OK, il me semble qu'on avait un prix bien plus élevé que ça sur les précédentes vidéos, notamment parce que je pense qu'on avait dû prendre 17 à 20 fois les bénéfices par là. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, après la lecture des rapports financiers, je pense qu'il faut prendre cette compagnie-ci comme une compagnie bancaire, comme une compagnie d'assurance. Donc, payer un multiple qui n'est pas trop élevé. D'accord? Donc, aujourd'hui, si on la prend à 10 fois les bénéfices, aujourd'hui, à peu près, elle s'échange à peu près à 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. OK? Est-ce que c'est sous-évalué? Il me semble que oui. Mais maintenant, il faut faire confiance au management, avoir un management ici qui a les capacités ici de gérer un portfolio de prêts, de bien gérer le segment, le segment prêt ici, parce que c'est un segment, oui, c'est lucratif, mais il faut avoir ici, il faut être rigoureux au niveau de l'attribution de ces prêts-là. Parce que sinon, les pertes ici en capital, les pertes ici liées à ces prêts, c'est nous qui allons avoir tendance à les supporter. Ou également, si le marché se rend compte qu'on a un portfolio de prêts ici qui est de mauvaise qualité, on aura tendance on aura de la difficulté ici à trouver des preneurs. Bref, like, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, où généralement on partage des notes d'analyse. Notes d'analyse, ça veut dire que je lis les rapports financiers comme ceux, par exemple, de PayPal. Je lis, j'écoute les conférences call. Je vous propose l'entreprise ici. Si elle m'intéresse, je vous la propose ici, avec mes arguments ici, et je fais les notes de suivi. C'est-à-dire qu'il ne suffit juste pas de proposer une entreprise aujourd'hui, on continue à faire le suivi. Ça ne veut pas dire qu'on promet un quelconque rendement, non. Vous lisez également vos rapports financiers. OK, vous écoutez le conférence call, et si vous avez des questions à poser, on est là pour y répondre. Parce qu'en période difficile, c'est votre compréhension du business model qui va vous aider. Aujourd'hui, est-ce que je pense que PayPal est sous-évalué? Oui. D'accord? Je pense que PayPal est sous-évalué. Est-ce que je pense que le Buy Now Pay Later, c'est un mauvais business? Non, c'est même un très bon business. Mais si on arrive et ça sera encore un meilleur business si on arrive à bien gérer le portfolio de prêts. OK? Donc, je vais avoir un PDG qui accorde de l'importance à cet élément-là. Donc, j'aime bien, quand je vais lire les rapports financiers ici, les pertes ici en termes de crédit, j'aimerais aller voir à peu près l'évolution
en pourcentage par rapport au total des crédits ici, etc. etc. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder en lisant les rapports financiers. Donc, concernant le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, comme celle qu'on a l'habitude de faire ici, avoir la certitude que ça va être fait. Je partage généralement aussi des analyses sectorielles, d'accord, donc gratuitement également, sur la partie ici du service dans le Top Newsletter. Donc, les analyses sectorielles ici sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers. Quand j'analyse une compagnie comme PayPal, j'ai tendance également à m'interroger sur le secteur d'activité dans lequel cette compagnie s'exerce et avoir à peu près une avis général ici. Comment est-ce que ça se passe dans ce secteur d'activité-là? OK? Quels sont les risques à court terme et les opportunités à long terme ou bien les risques à long terme ici? OK? Donc, vous pouvez avoir ici, vous avez la possibilité de l'avoir mensuellement, trimestriellement, biannuellement et annuellement. Ça se renouvelle automatiquement. Faites attention. OK? So, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, pour PayPal, en termes d'évaluation ici, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, c'est un business qui peut s'échanger ici. On pourrait s'attendre à du $100, à du 95 $ l'action, excusez-moi. 95 $ l'action d'ici 2025, donc 94,8 comme vous voulez. D'ici 2025 ici, on n'est pas également à l'abri d'une augmentation de ces bénéfices nets ici par action. Faites attention. So, aujourd'hui, ça peut être intéressant de commencer à regarder PayPal en profondeur. Mais comme je le dis toujours, hein, et certains vont me dire, ouais, mais ça ne fait que chuter, etc. Je vous ai expliqué le risque derrière. Et je pense que le raisonnement, le fait que ce risque-là soit, le fait que cette entreprise, le prix de l'action est chutant en bourse ici, c'est avec raison, parce que la compagnie est de plus en plus complexe. Oui, les volumes pourraient avoir tendance à être plus élevés, mais on ne peut pas avoir tendance à payer le même multiple qu'on payait à peu près en 2020. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont payé 70 fois les bénéfices pour PayPal? Elle ne vous a jamais proposé un pareil prix par le passé. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez commencer à vous défiler. PayPal a du potentiel. Également, il y a un problème au niveau de... Quand je dis qu'un problème, je pense qu'au niveau ici, je pense également que je l'ai vu passer par là, au niveau ici du tech rate ici, c'est-à-dire que le pourcentage de rémunération ici par rapport au volume de paiement, je pense que ce pourcentage-là est en train de diminuer. Et je pense que le marché n'apprécie pas trop cela. Donc maintenant, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est durable? Il faudra également aller vérifier cela. OK? Donc il me semble également que si les volumes continuent à augmenter, tant mieux. Si les volumes continuent à augmenter, tant mieux. OK? So, ce n'est pas un problème que le tech rate diminue, surtout si le marché est de plus en plus concurrentiel. Il me semble ici que le total volume paiement est de 377 milliards. OK? Il faut également voir ici que le nombre de transactions le nombre de transactions ici a augmenté par utilisateur, même si le nombre d'utilisateurs ici n'augmente pas rapidement. Donc, c'est surtout le volume de transactions qui augmente et le nombre de transactions qui augmente. Ça reste également assez intéressant, comme je le mentionne. OK? Donc, ici, je cherche à peu près le tech rate ici. Où est-ce qu'il était situé? Transaction engagement ici. Vous voyez ici que le nombre de comptes ici est de RSA 431 millions par rapport à la période précédente ici. On a une légère augmentation. Même une stabilité, on va le dire ici, mais c'est le volume de transactions qui a augmenté et le nombre de transactions qui augmente. C'est normal parce que voilà, on a 431 millions de personnes également ici, enfin 431 millions de comptes également ici. À un moment donné, c'est difficile de faire mieux que ça. OK? Et si on peut avoir des volumes de plus en plus élevés ici parce que le nombre de transactions augmente, tant mieux. Et l'augmentation, le fait ici qu'on ait introduit le Buy Now Pay Later, c'est une bonne chose ici pour le volume de transactions. Donc le tech rate également ici, je pense, où est-ce qu'il est situé? Où est-ce que je l'ai vu passer tantôt ici? Voilà. Total tech rate ici, vous constatez que avant on avait du 2%. Regardez l'évolution avant même 2022, il faudrait regarder ça. Mais par rapport au trimestre précédent, ici, on a 1,94% aujourd'hui sur le total. Sur le transaction tech rate, on a 1,74% aujourd'hui, alors que sur le total, ici, on a 1,94%. Dans tous les cas de figure, on a une diminution et le marché n'apprécie pas trop de ça. Et vous voyez que ça a un impact sur les marges. Pourquoi est-ce que ça a diminué? Il faudrait également aller regarder ça. OK? Pourquoi est-ce que ça a diminué? C'est très, très important. Bref, beaucoup parlé de PayPal. OK? J'ai à peu près fait le tour ici rapidement, sommairement. Et je rappelle que si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls et il faut que le business vous parle. D'accord? S'il ne vous parle pas, passez à autre chose. Si vous limitez juste aux éléments quantitatifs, vous aurez tendance à vous poser des questions. Ouais, pourquoi est-ce que ça baisse? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, la chaîne secondaire également. Et on se dit à bientôt. OK? Merci.